à rencontre, le procès de Galilée avec Pietro Redondi. Pietro Redondi est historien. Il a publié un ouvrage retentissant chez Gallimard, Galilée hérétique. Il est interviewé par Marcel Brisebois. Pietro Redondi, vous avez publié récemment un ouvrage intitulé Galilée hérétique où vous contestez l'interprétation traditionnelle que l'on fait du procès de Galilée. Avant de vous demander votre point de vue, j'aimerais, si c'est possible pour nos auditeurs, que vous nous rappeliez brièvement ce point de vue traditionnel du procès de Galilée. Le point de vue traditionnel du procès de Galilée correspond à la connaissance des documents d'archives vaticanes qui parlent, qui nous décrivent du drame de ce grand savant catholique de la première moitié du XVIIe siècle, qui est tombé en disgrâce vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique et qui a été condamné pour avoir défendu la thèse copernicienne sur le système du monde. La thèse qui place au centre du système solaire le soleil. Deux passages de la Bible faisaient supposer l'exégèse catholique traditionnelle que le soleil bougeait, tournait autour de la terre, et pas le contraire. Nous connaissons le jugement qui a été rendu contre Galilée, nous connaissons une partie des actes officiels du procès, et nous savons donc que Galilée a été condamné pour avoir écrit un livre en 1632 qui était consacré à ce sujet astronomique, la théorie héliocentrique. Et cette condamnation a été un scandale pour tout le monde scientifique, et il l'est encore aujourd'hui. Elle l'est surtout aujourd'hui. Elle est surtout aujourd'hui. Pour nous, qui savons que le système copernicien est le vrai système du monde, c'est quand même scandaleux qu'une autorité politique et spirituelle telle que l'Église catholique au XVIIe siècle ait voulu intervenir dans un débat scientifique. À l'époque, les jeux scientifiques n'étaient pas encore faits, et on ne savait pas tout à fait si c'était bien la Terre qui tournait autour du Soleil ou le contraire. Mais vous, comment êtes-vous venu à contester cette position traditionnelle? En voulant enrichir notre documentation sur Galilée, sur ses rapports avec l'Église, et à vrai dire un peu par hasard. Au début, j'avais programmé un autre livre, que je suis toujours en train de préparer, sur l'histoire de la lumière, et notamment d'un phénomène lumineux très curieux qui était apparu au début du XVIIe siècle. Il s'agissait d'une pierre luminescente qui, une fois calcinée par les alchimistes, pouvait absorber de la lumière et la dégager tout doucement dans l'obscurité. Galilée s'est emparé de ce phénomène et avec d'autres on a donné une explication atomiste. Une explication atomiste? Atomiste. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les phénomènes lumineux, comme d'autres phénomènes, le son, le phénomène de l'ouïe, les couleurs, les saveurs, le goût, tiennent à la propagation de corpuscules infimes, invisibles, qui sous les apparences des sensibilités, des qualités sensibles, transmettent de la matière un mouvement qui s'imprime dans nos organes de sens. Il a notamment défendu cette thèse dans un livre à succès, Le Saggiator, paru à Rome en 1623, sous l'égide du nouveau pape Barberini. Donc longtemps avant la condamnation, une dizaine d'années avant la condamnation. Oui, c'est ça. Donc c'était des idées qui circulaient. Voilà. Et arrivé à ce point de mon enquête sur l'atomisme de Galilée présent dans cette œuvre de 1623, admise par l'Église catholique, si reconnue par le pape lui-même, je me suis demandé pourquoi Galilée, plus tard, renoncera à tout aspect d'hypothèse atomiste. Et s'il n'y avait pas lieu de chercher autour de la fortune ou du malheur qui avait pu arriver à ce livre, les raisons de ce silence tardif. J'ai donc commencé une enquête qui est une histoire dans le livre, l'histoire de la propagation, de la diffusion, du succès dans les milieux intellectuels, littéraires, non seulement scientifiques, non seulement astronomiques, et aussi dans les milieux qui étaient opposés à Galilée par la qualité polémique même de ce livre, les jésuites du collège romain. J'ai donc rencontré, dans leurs textes de controverse,
sous la plume de l'adversaire principal de Galilée, le père Horace Grassi, un architecte remarquable et un mathématicien rompu aux nouvelles méthodes astronomiques et de l'observation télescopique, je rencontrais un argument qui n'était pas enregistré dans le dossier que nous connaissions du conflit entre Galilée et l'Église catholique. Ça portait sur l'hypothèse atomiste. S'il est vrai, comme Galilée le dit dans son livre, que les couleurs, les odeurs, les saveurs ne sont que de la matière à l'état invisible, de la substance, des corps, qui pénètrent nos organes des sens et qui provoquent chez nous les impressions de chaleur, d'odeur, de saveur, alors dans le cas spécial, en cas précis, prévu par la doctrine catholique, qui est celui des apparences eucharistiques, qui, elles, maintiennent leur qualité d'apparence, des qualités de la substance, même si la substance du pain et du vin consacré a été complètement transformée. Alors, à nouveau, les qualités eucharistiques, les apparences eucharistiques, contiendraient de la matière d'origine, d'après cette théorie philosophique de l'atomisme de Galilée. Ça crée une contradiction par rapport au dogme tridentin de cette permanence des qualités sensibles eucharistiques. Un argument sophiste, pour nous, certes. Pour les hommes du XVIIe siècle, je suis moins sûr. Oui. Alors donc, si je comprends bien, cette théorie, quand même, était déjà soutenue par Galilée dès 1620 quelque, au moment de la parution du Saggiatore. Elle l'a déclaré. Et à ce moment-là, elle est bien reçue. Pourquoi 10 ans après, tout à coup, ça devient un problème? Nous avons retrouvé dans les archives du Saint-Office, j'ai cherché à prédire d'autres documents, mais comme il arrive souvent dans la recherche historique, vous cherchez quelque chose et vous trouvez autre chose. J'ai trouvé une dénonciation du livre de Galilée, anonyme, qui, avec une qualité intellectuelle impressionnante, soulève ce problème doctrinal et pose face à face théologie dogmatique et philosophie naturelle. La datation est hypothétique, naturellement, parce que la dénonciation n'a pas de date, mais d'après des éléments contextuels, il est légitime de la dater autour de 1624. Ça serait donc une réponse rapprochée de l'apparition du livre. Mais si je comprends bien, quand même, j'en viens là-dessus, les idées de Galilée, en 1620 quelque, et jusqu'en 1630, sont quand même assez bien reçues dans certains cercles intellectuels, et même dans des cercles religieux. Il est un ami du pape Urbain VIII, par exemple. Non seulement, il a acquis rapidement, aux années 15, 10, 20, la réputation d'un savant catholique orthodoxe. Il était professeur à Padoue jusqu'en 1610. Padoue était une république libre, assez hétérodoxe. Elle avait eu un conflit au début du siècle avec Rome. Galilée est parti de Padoue. Dès qu'il a obtenu de grands succès scientifiques par la découverte des planètes de Médicis, il a préféré investir son succès à Florence, mais surtout à Rome. Il s'est rendu devant le cardinal, il s'est rendu au collège romain. Il a donc mené une politique scientifique, dirait-on aujourd'hui, visant le pouvoir italien le plus important, qui était le pouvoir ecclésiastique. Et d'autre part, les milieux qu'il côtoyait et qui avaient fait de lui le héros de la pensée nouvelle, étaient des orthodoxes, des catholiques. Ils n'étaient pas des tridentins contre-réformistes, ils n'étaient pas, disons, alignés sur des positions théologiques analogues à celles des jésuites. Ils étaient plutôt proches de l'école française. Je parle du cardinal Bérulle et de l'oratoire. Il avait beaucoup de rapports avec l'oratoire de Saint-Philippe au Néri. Ce milieu-là, sous le nom qui est devenu prestigieux depuis de l'Académie des Lincei, était formé par des représentants de haut niveau de la nouvelle curie, qui s'installe à Rome en 1623, au moment même de l'apparition de ce livre manifeste d'une nouvelle pensée catholique
mais renouvelée. Et même plus tard, les Pascal, les Mersenne, les Descartes, voilà encore des catholiques qui se croient en droit de faire de la philosophie naturelle, atomiste, non seulement du copernicianisme dans les cieux, mais aussi au sein de la matière, d'avancer des hypothèses. Alors, quel est le retournement qui s'est produit pour que cet homme Galilée donc, puisse soutenir un certain nombre d'idées, que ces idées soient bien reçues, qu'il se retrouve dans un certain, si vous me permettez le mot, un certain parti catholique de chercheurs, etc., progressistes, puis tout à coup, n'est-ce pas, c'est la catastrophe, il se retrouve devant un tribunal, et pas n'importe lequel, le tribunal de l'Inquisition. C'est bien ça le problème. C'était bien ça l'anomalie principale de la reconstruction traditionnelle, de notre connaissance traditionnelle du procès de Galilée. Ce livre, qui sera condamné par le tribunal de l'Inquisition en 1632, le dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde, avait été longuement préparé par Galilée. Il a mis presque 10 ans, depuis son voyage triomphal à Rome en 1624 jusqu'en 1632, il n'a fait que prendre les contacts nécessaires avec les cardinaux influents, avec l'establishment de la Vatican, pour que ce livre soit accepté. Galilée ne voulait pas risquer. Son ambition était de se faire reconnaître comme le savant catholique, la lumière de l'Italie, on l'appelait. Et on a pris des précautions soucieuses. La préface de ce livre a été rédigée par le maître du Sacré Palais, c'est-à-dire l'autorité plus influente du Saint-Office. Le pape et son cardinal-neveu, le splendide cardinal Francesco Barberini, avaient constamment assuré leur protection à Galilée et à ce livre. Et puis tout d'un coup, ce procès. C'est là où il a fallu pour moi sortir d'une histoire purement interne ou purement biographique pour comprendre un phénomène aussi riche de plis politiques comme peut l'être le procès de Galilée, qui voyait des États, des ambassadeurs, des cardinaux se confronter autour d'une théorie astronomique. Il faut faire une histoire du contexte, il faut réfléchir à la situation générale et essayer de voir si d'autres phénomènes historiques contemporains, peut-être soudains, ne pourraient pas nous justifier mieux ce procès et cette condamnation qui nous paraît abrupte si on la prend suivant simplement la biographie de l'individu Galilée. Or, il ne faut pas oublier que c'est l'époque de la guerre des 30 ans. Et la guerre des 30 ans connaît en 1632 une situation extrêmement délicate, une crise des armées catholiques. Les protestants sont aux portes de l'Italie. Et le pape, ce pape novateur, philo-français, l'ami de Richelieu, harcelé déjà par les partis conservateurs, parce qu'il y a toujours des partis conservateurs et des partis progressistes, donc même à Rome. Les partis conservateurs étaient les jésuites qui défendaient l'Empire, qui défendaient l'Espagne. Et le cardinal Borgia. Aussi, il en était le leader au sein du consistoire. Voilà, donc il y a une crise, et il faut mettre peut-être en parallèle cette crise qui est violente et qui éclate lors des réunions du consistoire et qui prend la forme d'une pression contre la papauté pour qu'elle s'aligne sur des positions de défense très vigilantes de l'orthodoxie préventive, l'orthodoxie qu'on défend en ce moment-là sur le champ de bataille, que les jésuites payent en première personne en tant que le parti catholique le plus avancé, le plus exposé. Donc un bras de fer terrible se joue pendant quelques mois. Ce sont les mois de 1632. Et ça prend cette forme d'intimidation sur la nouvelle classe dirigeante catholique romaine, accusée d'être trop complaisante à l'égard non pas des protestants, mais d'idéologie nouvelle, réformatrice et anti-aristotélicienne, comme vous l'avez dit. Nous en avons un signal précis qui est externe au procès, mais qui est quand même utile pour comprendre ce qui se passe. L'interdiction émanée par la Compagnie des Jésuites d'enseigner l'atomisme, même pour le combattre, dans tous les collèges de l'ordre. Il y avait des jésuites tellement avancés intellectuellement qu'ils pouvaient maîtriser très bien les hypothèses matérialistes des atomistes pour les contester, pour les adapter peut-être.
eh bien même ceux-là doivent se taire. Et cet ordre est émané par la compagnie de Jésus 2 mois avant le procès de Galilée. Alors, une hypothèse est autorisée, à titre d'hypothèse historique, quand nous n'avons pas la totalité des documents nous permettant de reconstituer un phénomène. C'est que ce vieil argument, qui datait de 10 ans, et qui n'était pas d'ordre astronomique, mais d'ordre théologique, qui n'était pas une question d'exégèse biblique de 2 versets de la Bible face à une théorie astronomique, mais en dogme. Le dogme de la transsubstantiation. Le dogme de la transsubstantiation face à une philosophie nouvelle qui se réclamait plus ou moins explicitement de Démocrite, d'Épicure. Donc, nous sommes au centre d'un grand débat qui a traversé la culture catholique. On peut en faire l'histoire, elle est une histoire passionnante, l'histoire de l'opposition pour des raisons eucharistiques, pour rendre raisonnable une formulation du dogme eucharistique, il fallait éviter l'atomisme. Et c'est comme ça que le pape va céder aux pressions du Parti conservateur, mais là, il a une machination. Vous savez, c'était très délicat pour le pape d'admettre que son protégé, dans les livres que Galilée avait dédiés au nouveau pape, était soupçonné ou soupçonnable d'hérésie eucharistique. Une mise en garde, une condamnation pour copernicanisme n'engageait pas la doctrine théologique. N'engageait pas la foi dans ses profondeurs. Nous sommes ici dans un domaine d'interprétation. Nous n'avons pas le journal intime du pape Urbain VIII pour connaître exactement ce qu'il pensait. Mais nous savons qu'il prit toutes les précautions pour montrer partout en Europe qu'il avait pris la décision qu'il fallait pour se détacher de l'équipe galiléenne. Tous les Lincei, qui étaient des hommes au sein de la curie, sont renvoyés. Et même le père Grassi, jésuite, qui lui n'y était pour rien, parce qu'il n'a jamais manifesté une attitude trop violente à l'égard de Copernic, est renvoyé. Donc on fait le vide autour des protagonistes des années admirables, 1624-30, qui tous s'étaient rangés derrière la philosophie nouvelle, beaucoup plus que derrière les spéculations mathématiques sur le système du monde. Tous ces personnages disparaissent de Rome. Ce qui reste est la brutalité d'une information qui est impressionnante par sa diffusion en Europe, de la condamnation du copernicanisme de Galilée. Et la surprise est des témoins et de l'intéressé Galilée au sujet de ce revirement. Donc, Galilée est condamné pour avoir soutenu les théories coperniciennes, et en réalité, cette condamnation lui évite un autre procès, le procès pour atomisme et donc par conséquent pour hérésie. Ça a évité un procès. Le problème était plus délicat qu'un procès. Jamais le pape n'aurait pu engager un procès à Galilée pour ses théories. Je vous ai dit, sans condamner en même temps sa position à l'égard de la nouvelle science. Il avait protégé ses savants, ses philosophes. Et donc, ça peut s'expliquer comme un procès qui en cache un autre, ou qui en évite un autre, beaucoup plus gênant pour le pouvoir. Donc on peut détourner, c'est une hypothèse qui est cohérente, me semble-t-il, qui reste une hypothèse, bien entendu. Ce serait plutôt pour protéger son autorité qu'Urbain VIII réagit de la sorte que pour protéger, en fait, un ami. C'est ça. Même s'il a protégé aussi Galilée, auquel, heureusement, pour tout le monde, l'Église a évité les aberrations ou les pratiques les plus normales de l'Inquisition du XVIIe siècle. Votre position a suscité des réactions aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien chez ceux qui présentent l'hagiographie habituelle
de Galilée que chez, disons, des catholiques qu'on aurait pu soupçonner ouverts. Comment expliquez-vous justement tout à coup que le consensus se fasse contre vos positions? Avant d'être un consensus contre, j'ai l'impression que ça a été un intérêt plus vif chez les catholiques que chez les anticléricaux, ce qui est normal s'agissant d'un problème d'histoire religieuse. La transubstantiation, je la considère un problème qui nous appartient à tous parce que nous venons d'une Europe catholique qui a connu ces controverses, ces conflits, ces drames spirituels. Mais certainement, les catholiques étaient plus sensibles à l'intérêt, ils connaissent mieux, simplement, ce problème. Ils savent combien, malgré tout, on a toujours maintenu, même aujourd'hui, ce dogme, d'après la formulation thomiste, donc aristotélicienne, du XVIe siècle, du Concile de Trente. Malgré les réformes liturgiques, le Concile Vatican n'a pas modifié la lettre de ce dogme. Et ça pose un problème, toujours, vis-à-vis de l'atomisme. Évidemment, l'atomisme, tel que nous l'entendons aujourd'hui, du point de vue de la physique moderne, est tellement compliqué, ce n'est plus de la matière, des morceaux de matière dure comme pensait peut-être Galilée. Et il est très difficile de considérer de la matière à niveau microscopique, tel que nous la considérons à niveau macroscopique. Et donc, le problème serait encore plus sophistiqué. Et puis, l'Église a admis ce principe de tolérance entre la foi et la recherche scientifique que Galilée déjà prônait et que le pape Léon XIII a admis officiellement à la fin du XIXe siècle. Mais du côté laïque, je m'attendais aussi à des inquiétudes parce qu'on voyait menacer un mythe extrêmement commode qui renvoyait à l'ignorance ecclésiastique le refus de la théorie hélicentrique. Or, montrer que les choses sont plus compliquées, et je suis vraiment persuadé en histoire, tout est extrêmement compliqué, et nous n'avons qu'à connaître petit à petit un peu plus, mais la vérité nous échappera. Vous imaginez, c'est un procès qui a eu lieu il y a 3 siècles, dans le secret de l'Inquisition. Ne soyons pas trop présenteux. Mais un procès qui reste toujours actuel. Récemment, Jean-Paul II encore a dit qu'il fallait réouvrir ce procès. On avait conclu qu'il réhabilitait Galilée. Comment vous réagissez ce genre d'attitude? Je ne suis pas le plus apte pour est-ce qu'il fallait vraiment interpréter la pensée de Jean-Paul II. Vraiment. Je dirais simplement à un historien, en tant qu'historien, que ce n'est rien de nouveau. Déjà en 1850, le procès avait été publié, pas d'une forme intégrale, mais déjà suffisamment. Et ensuite, au début de ce siècle, le pape avait autorisé les grands érudits italiens Favaro à avoir accès aux archives pour préparer l'édition complète, même des actes du procès. Évidemment, jamais une édition n'est complète quand il s'agit d'un cas aussi éloigné, aussi complexe. Donc, on a à nouveau fait, ce sont des savants vaticans qui ont préparé une nouvelle édition en ajoutant 4 ou 5 documents, ce qui est bien, même si ces documents n'apportent pas du nouveau. Et ils ont même republié les documents que j'ai eu le privilège de rencontrer sur mon chemin. De votre point de vue, est-ce qu'on peut considérer, comme on le fait souvent, que Galilée est un martyr? Martyr de la science, martyr de l'intelligence, contre l'obscurantisme, etc. Dans l'image que nous en avons, oui, c'est une image d'Épinal, Galilée, martyr de la science. Il est beaucoup plus difficile de penser ce que Galilée a senti. Il avait investi sa carrière scientifique. Galilée était un homme de pouvoir, un homme qui cherchait le pouvoir, séduisait le pouvoir. Pour être profondément blessé, je le crois, mais je ne suis pas très spécialiste de psychologie historique, par le fait d'être obligé de déclarer publiquement que la théorie qu'il avait construite avec son télescope, la théorie copernicienne, était fausse. Ça devait être extrêmement honteux pour lui de se déclarer un tort. Mais il a gardé tous ses contacts scientifiques
il a gardé une grande dignité et il a même réaffirmé ses idées sur le plan copernicien dans la correspondance qui nous a été conservée, qui nous est parvenue avec les autres savants. Et puis vous savez qu'il a même eu sa revanche parce qu'il a publié en Hollande, mais il a rédigé ce livre à Arcetri dans son domicile, dans le domicile auquel il avait été condamné. Son livre le plus important, Les discours sur deux sciences nouvelles, la mécanique et la résistance des matériaux, qui est son témoignage scientifique le plus important. Au-delà de ce cas précis, est-ce que l'étude que vous avez faite vous apprend des choses sur, enfin, dans un point de vue peut-être plus philosophique, sur la vérité, la recherche de la vérité, le rôle de l'autorité dans ce domaine? Vous portez des généralités ou si vous en tenez, comme historien, à la seule rigueur des faits? Ça m'a pris beaucoup, comme toute recherche, et notamment une recherche qui a été en partie une aventure comme celle-ci, pour mon métier d'historien. C'est-à-dire au sujet de l'utilité d'un regard historique qui ne soit pas récurrent, qui ne soit pas soucieux de nous-mêmes, les contemporains que nous sommes, mais des gens du passé. C'est une sensibilité anthropologique que ce livre m'a obligé d'assumer si je voulais comprendre quelque chose, en respect énorme vis-à-vis de ces gens qui, étant morts il y a 3 siècles, ne peuvent plus se défendre. Et il faut faire tout effort possible, même si on n'arrive jamais à comprendre et à dialoguer avec eux, parce que nous ne regardons pas les mêmes choses de la même manière. Aussi bien un respect pour Galilée qu'un respect pour Grassi ou pour Urbain. Ah, c'est un historien est au service de ses clients. Et ses clients, ce sont les hommes du passé. Ce ne sont pas les lecteurs d'aujourd'hui qui lisent ce livre. Je dois être à l'écoute et rendre service si je veux essayer d'avoir des informations utiles. Autrement, ces gens-là restent opaques et silencieux. Pietro Redondi, je vous remercie. Rappelons que Pietro Redondi a publié chez Gallimard un ouvrage important sur le procès de Galilée intitulé Galilée hérétique.